Les couleurs sont des interprètes du film au même titre que les voix des personnages, au même titre que le travail de l'équipe d'animation, au même titre que le travail de l'équipe décor. Voilà. Et dans tout ça, il y a un petit peu cette idée d'accident. Enfin, le terme achever, ça veut dire tuer aussi. Donc quand on achève trop les films, on les tue un petit peu. Il y a ce risque en tout cas de tuer les choses. Peut-être que j'ai peur de trop achever. Je pense que quand je termine moi trop quelque chose, ça l'assèche en fait un petit peu. Dès le départ, non seulement le film est vu au travers du regard des enfants qui sont 4. Alors il y a 2 adolescents qui sont les moteurs de l'histoire et puis il y a 2 plus petits qui sont moins moteurs mais qui sont très importants. Ces 4-là font une espèce de petite tribu. J'ai voulu que le film puisse parler aussi aux enfants, donc qu'il soit accessible à un public à partir de 8 ans. Donc c'est une sorte d'histoire parallèle à Carmen, mais qui raconte quand même l'histoire de l'opéra et de la nouvelle de Mérimée avec des jalons assez simplifiés, je vais dire, parce que voilà, Carmen n'est pas notre personnage principal, mais il n'était pas question de dénaturer la tragédie qui se joue autour de Carmen. Carmen, c'est une femme qui, dans l'opéra et dans le roman aussi, est menacée. Il y a cette histoire de on lui tire les cartes, on voit la mort, la mort, la mort tout le temps et elle, c'est une femme libre qui décide, d'aller vers la mort en liberté, de faire, comme elle l'entend. Donc je voulais garder cette Carmen-là et puis effectivement, c'est un film qui raconte qu'il y a une sorte de fatalité qu'on n'arrive pas à déjouer. Pour moi, c'est un film contemporain, ça se passe, au 19e siècle, mais ça parle d'aujourd'hui. Alors il y a eu un travail assez, long et important avec Santiago Otegi, qui est le co-scénariste, du film. À 2, on a imaginé, ces personnages. Salvador, c'est sans doute le premier personnage auquel on a pensé parce que voilà, c'est cet enfant qui peut-être fait partie ou faisait partie de cette bande de gamins des rues à Séville, qui s'amusent de la relève de la garde dans l'opéra. Et puis très vite, le personnage de Belen a été créé, qui est le personnage qui a le plus de sensibilité. Et c'est le pont Belen entre notre Carmen, qui est une Carmen assez jeune, qui a une vingtaine d'années, qui a du charisme, parce que sinon c'est plus Carmen, et Salvador, qui lui est un jeune garçon qui a 12-13 ans, qui est troublé par cette Carmen, qui est troublé par sa présence, par ce charisme, par sa voix. Alors pour moi, c'est pas tellement une histoire d'amour en fait, hein, c'est plutôt une histoire de fascination. C'est vrai que Carmen, elle exerce une certaine fascination sur les gens qui sont autour d'elle, à la fois sur Salvador, mais sur Belen aussi, sur les femmes qui sont autour d'elle, sur Don José évidemment, ça c'est comme dans l'opéra. Donc voilà, ça fait partie de ces personnes, Carmen, qui dégagent quelque chose. C'est un peu plus qu'une histoire d'amour ou c'est autre chose. J'ai jamais envisagé le film comme une histoire, enfin leur relation comme une relation amoureuse. Aussi parce que Salvador a 12-13 ans, que Carmen en a 20. Enfin voilà, pour moi, c'était pas vraiment, même si on joue un peu avec ce code, certains codes de la fascination. Un matin sur la route, on trouve l'amour, il est là. Carmen, C'est moi. prends garde à toi, gitane. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Carmen est en danger. Je n'appartiens à personne. C'est maintenant ou jamais. Merci, petit bonhomme. Et que vive Carmen! Camélia Jordana, ça a été une évidence, aussi bien de mon côté que du point de vue de la production. On s'est retrouvé un jour en se disant, bon alors qui pourrait incarner Carmen? Parce que même si c'est pas notre personnage principal, qui pourrait incarner cette présence? Et pour moi, Camélia, c'est cette présence. C'est à la fois cette présence vocale, physique. C'est une actrice extraordinaire. Je connaissais davantage sa carrière de comédienne que sa carrière de chanteuse, donc je me suis aussi penché sur tout ce qu'elle a pu chanter, écrire, interpréter, et à chaque fois, il y a quelque chose qui me transporte. Et puis, c'est aussi une femme libre, affranchie, qui dit ce qu'elle pense. Donc, enfin, je sais pas, c'est une femme moderne. Quand on est à son contact, on ressent très fortement cette présence. Pour tous les autres personnages, on a fait un casting à l'aveugle. Moi, je voulais pas savoir qui faisait ces voix. Donc j'écoutais des voix, on a fait des tests, quoi. Je les écoutais en regardant mes personnages. Et pour Salva, il se trouve que c'était Milo Machado Graner, mais je ne le savais pas. Il avait lui aussi une présence, une manière d'être, une gaucherie, quelque chose d'un peu entre deux âges. C'est quelqu'un d'une très grande sensibilité. Donc voilà, j'ai travaillé avec 2 grandes personnalités du cinéma. Tous les autres personnages, voilà, ça a été aussi des rencontres. Ce film, c'est une histoire de rencontres artistiques à tous les niveaux. On a enregistré les voix très très en amont. On avait à peine commencé le storyboard, puisque donc en animation, on commence en fait par faire une sorte de montage d'un brouillon qui s'appelle l'animatique à partir du storyboard. Et très souvent,
cette animatique se fait avec des voix qui sont des voix témoins et ensuite on enregistre les voix définitives. Et très souvent, les comédiens sont effectivement en cabine et regardent l'animatique. Là, c'était pas le cas. Les comédiens n'étaient pas soumis au dessin, ils étaient libres d'interpréter les personnages comme ils l'entendaient. Moi, je les dirigeais et on voulait créer quelque chose là aussi de très vivant. Et puis c'est vrai que le résultat donne une interprétation vocale extrêmement vivante et aussi c'est une mine à présence des rires, des respirations, des petites choses qu'on peut voler. Il y a des dizaines d'heures de rush, donc il y a un matériau en fait extrêmement riche et vrai. J'ai confié la direction graphique à Cyril Pedrosa. Ça fait maintenant le 3e long métrage dans lequel il y a cette idée d'inachevé. J'ai demandé à Cyril de travailler sur une identité graphique qui soit de l'ordre du croquis. Parce que dans un croquis, il y a une espèce de mystère. Dans l'inachevé, il y a du mystère et je trouve ça plus intéressant d'avoir du mystère. Alors, on a travaillé avec 2 compositeuristes sur la musique. Amine Bouafam a été présenté par Folivari. Il avait déjà travaillé sur un de leurs films, Le Sommet des Dieux. Et puis, tout de suite, j'avais dit à Folivari que j'avais une sœur, Isabelle Lodenbach. Elle est compositrice, autrice et guitariste de flamenco. Et très vite, en fait, on est tombés tous d'accord pour que la musique soit partagée entre Amine et Isabelle. Finalement, si je devais un petit peu résumer les choses, j'ai l'impression que Amine a pris en charge beaucoup de choses qui sont liées aux adultes, le destin, la rencontre entre Carmen et Salva, tout ce qui se passe autour de Carmen et José. Isabelle a pris en charge plutôt ce qui vient de la rue, la musique intradiégétique, tout ce qui est joué par les gitans, les enfants. Et l'un comme l'autre ont pris des motifs de la partition. Et c'est vrai que quand je réécoute l'opéra aujourd'hui, je mesure à quel point c'est une partition riche, variée. Et donc, ils se sont amusés, les deux, à prendre des tas de motifs. Pour les connaisseurs de l'opéra, c'est comme un jeu de piste, en fait. Ils peuvent reconnaître à la fois certains grands airs, mais à la fois, quelquefois, ah tiens, il y a un petit truc, un petit air de déjà entendu. Et puis, les personnes qui ne connaissent pas du tout l'opéra, et notamment le jeune public, ça peut être une porte d'entrée. Puis, il y a une 3e personne à la musique, c'est Camélia Jordana, puisqu'elle a composé une chanson. Le film n'est pas un film musical, mais il y a une chanson à la fin du film, et c'est Camélia qui l'a composée, qui l'interprète, et voilà, c'est la 3e autrice, la 3e compositrice de la musique du film. Carmen